Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Pierre van den Dungen à The Next Page, le podcast de la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève, pour parler de la biographie d'Henri Lafontaine, publiée chez SAMHSA, intitulée « Henri Lafontaine, prix Nobel de la paix 1913, une vie ». Pierre van den Dungen est docteur en philosophie et lettres, en histoire. Il enseigne à l'Université libre de Bruxelles et à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre. Il est l'auteur de nombreuses publications, dont un essai consacré à Henri Billin et une biographie d'Hubert Pierlot. Pierre van den Dungen, bonjour, bienvenue à The Next Page. Et je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et est-ce que vous pourriez commencer à nous présenter Henri Lafontaine en quelques mots, ou du moins en quelques minutes ? Oui, ça doit être possible. Alors, il s'agit d'un Belge, effectivement, qui est né en 1854 et qui, venant d'un milieu libéral, va de plus en plus évoluer vers une logique progressiste. Progressiste, ça veut dire d'abord à l'intérieur de l'univers libéral, en devenant libéral progressiste, comme beaucoup des gens de son milieu. Il vient d'un milieu bourgeois, il est universitaire, il fait des études de droit, mais il estime qu'il faut aller au-delà, notamment des nations, donc du nationalisme certainement qu'il déteste, et donc il va choisir un ensemble d'idées, voire d'idéologies, qui peuvent conduire le monde à une connexion internationale d'une part, et d'autre part à la construction idéale donc d'un monde transnational. Pour ça, il va se convertir, comme on disait à l'époque, au socialisme. Il est féministe comme un homme libéral du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il n'est pas, pour changer les genres, etc. Mais disons qu'il estime que un homme, une femme, ce sont des humains et il faut que l'une comme l'autre puisse avoir accès à différents métiers, être libre de ce point de vue. Il est aussi évidemment, et c'est fondamental, pacifiste, puisqu'il a donc prix Nobel de la paix en 1913, ce qui est tristement symbolique. Mais pourquoi pacifiste ? C'est parce qu'il estime que pour parvenir à créer un monde interconnecté, c'est-à-dire avec un gouvernement mondial, c'est une vraiment de ses ambitions très importantes, eh bien, il faut évidemment que la paix règne dans le monde. Donc il y a une part, donc je fais plus que quelques phrases, mais comme ça permet de placer le personnage assez multiple. Il y a une part d'utopie et en même temps, il y a des réalisations concrètes dans ce type d'association auxquelles il faut ajouter le désir de structurer les connaissances. Et ça, il le fait avec Paul Hotelet, qui est quelqu'un très connu pour avoir vraiment été un des fondateurs de la science bibliographique et bibliothécaire. Et avec Lafontaine, ils vont créer ce qu'on va appeler le Mondaneum, c'est-à-dire un répertoire bibliographique universel en améliorant, tout à fait créé, une méthode de classification universelle des ouvrages, mais aussi avec l'ambition de créer une espèce de musée qui garderait la mémoire de toutes les sources, y compris d'ailleurs iconographiques. À nouveau, une part d'utopie, mais une part de réel aussi, puisque ce répertoire existe toujours, ainsi d'ailleurs que de manière reconstituée, le Mondaneum qui se trouve à Mons, qui est une ville belge dans le Hainaut. Bon, résumé, pour une personnalité aussi riche, une vie aussi complexe. Oui. Et ça nous permet une belle transition sur le projet de ce livre, parce qu'en fait, il s'agit de la première biographie qui a été consacrée à Henri Lafontaine. Et d'où vous est venue cette idée d'effectuer une biographie sur lui, et combien de temps avez-vous consacré à la rédaction du livre ? En fait, il existait un ensemble de publications ainsi que des regards que la Fondation Henri Lafontaine, qui est présidée par Daniel Sautio, avait déjà publié des livres vraiment de qualité. Mais ici, l'ambition était de réaliser une biographie complète, si je puis dire, c'est-à-dire du début à la fin, avec les milieux et les contextes. Alors, j'ai dit oui assez rapidement parce que c'est toujours le deal, entre guillemets, quand je travaille avec une fondation, j'ai une liberté totale éditoriale. Maintenant, j'étais allé voir le fonds d'archives, et peut-être un peu rapidement, parce que quand je me suis rendu compte de ce que c'était réellement, c'est-à-dire près de 300 boîtes remplies d'énormément de dossiers, sans compter évidemment ce qu'on appelle les fonds annexes qu'il faut toujours analyser. C'est clair que on s'était dit, tiens, on va faire un travail de 2 ans. Et puis, alors c'est horrible à dire comme ça, mais moi, c'était bien. J'ai eu la chance qu'il y ait le Covid. Et donc, j'ai obtenu une année de recherche en plus qui était indispensable. Je ne serais pas arrivé. J'ai mis 3 ans à faire ce travail. Bon, sans d'autres choses, évidemment, mais quand même très, très majoritairement. Parce que le but, j'ai tout de suite dit à la Fondation, je ne vais pas faire
une biographie classique qui avec des espèces de chemins tracés, je dirais l'itinéraire, il est né à tel moment, il avait déjà cette ambition. Non, ici c'était vraiment thématisé parce qu'il y a trop de thématiques pour faire un récit strictement linéaire. Maintenant, ça m'a permis aussi de découvrir les différents milieux, parce que il y a des milieux belges, mais il y a énormément de milieux internationaux, puisque il est président du Bureau international de la paix de 1907 à 1943, ce qui fait que le mouvement pacifiste international, le mouvement socialiste international, il le connaît très bien, et à plus forte raison qu'il est exilé aux États-Unis lors de la Première Guerre mondiale, en tout cas de 1915 à 1918. Oui, alors on reviendra à ces différents aspects, dont le Bureau international de la paix et aussi son exil. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus donc du Centre d'archives du Mondaneum à Mons, dont vous avez consulté les papiers personnels d'Henri Lafontaine, aussi d'autres collections? Quel type de documents avez-vous trouvé? La chance, c'est qu'évidemment, Henri Lafontaine a cet esprit, je dirais, de l'archiviste. C'est-à-dire qu'il a tout archivé. Partout où il allait, il gardait les menus des restaurants où il est allé, le ticket de métro quand il est, le ticket de tram quand il est à San Francisco, les pliants, l'exposition universelle de Paris de 1900, l'ensemble des voyages, des nombreux voyages qu'il a pu faire. C'est vraiment un grand voyageur, en tout cas en Europe et aux États-Unis. Et donc, ça, c'est la base. Après, évidemment, il faut voir, il a bien sûr été un élu indirect, puisqu'il était sénateur majoritairement coopté, comme on dit en Belgique, donc plutôt en élection indirecte que directe, mais pendant des dizaines d'années. Donc, il y avait des archives par là aussi, indirectement dans son engagement féministe, puisqu'il est un des fondateurs de la première Ligue féministe belge en 1892, la Ligue belge du droit des femmes, qui est emmené prioritairement par Marie Popelin, mais disons que il est un homme utile en quelque sorte dans ce monde extraordinairement misogyne de la fin du 19e siècle. Et donc, c'est la chance, c'est qu'il a, et non seulement gardé l'ensemble des archives, mais aussi très souvent, il les a classées, déclassées, reclassées, il les a aussi commentées, et parfois des dizaines d'années après les événements. Et ça, c'est vraiment, c'est assez unique. C'est-à-dire qu'en fait, pour un historien, c'est d'avoir la pensée en évolution de quelqu'un. Et la pensée à titre privé, c'est-à-dire qu'il se parle, si vous voulez. Il s'écrit. Il s'écrit avec, je pense, quand même la conscience qu'on gardera tout ça. Ça c'est certain. Mais il y a dans les archives effectivement, mais ça c'est assez classique, surtout à cette époque, de Henri Lafontaine. Il y a un homme qui écrit de façon très franche, très nette dans ses correspondances privées, ainsi que donc dans ses archives personnelles, voire ses carnets. Dès qu'il vit des éléments singuliers, il fait carnet de cette aventure. Bon, et puis évidemment le style un peu plus empoulé, façon 19e pour les discours officiels. Et donc c'est là l'intérêt, c'est quand quelqu'un garde tout, c'est de se rendre compte que ce que l'on dit publiquement, et ça je pense que ça s'étend en termes de biographie à tout le monde, c'est que il faut toujours essayer de voir comment sont les gens bien au-delà de la prise de parole publique, qui n'est souvent pas qu'un pâle reflet de ce que sont les gens. La Fontaine, certes utopiste, mais enfin quand même, c'est un homme de réseau, très nettement, y compris avec la franc-maçonnerie, les ligues de rationalité, du rationalisme. C'est quelqu'un qui sait construire des réseaux. Donc il a un entre-gens, comme on dit. Bon, donc il y a une forme de réalisme malgré l'utopie du projet, de ses projets de vie. Et donc ça, des archives aussi complètes permet vraiment d'en prendre connaissance. Est-ce que lui avait déjà prévu qu'il allait déposer ses archives au Mondaneum, ou est-ce que c'est quelqu'un de sa famille qui a pris la décision? Attention au fait que le Mondaneum qui est là, si vous voulez, est quelque chose qui est c'est une reconstruction avec d'ailleurs une scénographie qui est très intéressante, qui essaye de recréer ce qui n'est plus, puisque originellement, pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles, le Mondaneum a traîné un peu entre le centre-ville et puis le cinquantenaire, donc ces grandes constructions qui doivent beaucoup au roi très discuté Léopold II. Donc c'était un ensemble où il y avait à la fois le répertoire bibliographique et d'autre part ce qu'ils ont appelé le palais mondial. Hotelet et lui, c'est-à-dire ces espèces de musées vivants, à la fois basés sur des structures nationales et sur des structures thématiques, des savoirs de l'humain. Évidemment, il n'y a que des traces de ça, parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Lafontaine est mort en 1943.
Il s'était fait discret parce qu'il faut pas oublier qu'il était juif par sa mère et franc-maçon. Deux choses que les nazis n'aimaient pas tellement. Et Paul Hotelet, bien que plus jeune que lui, décède en 1944. Et donc, il y a confiscation des collections par les Allemands pendant la guerre, et puis on ne sait plus trop quoi en faire après la guerre. Elles vont être, c'était une espèce de monstre du Loch Ness pour les archivistes belges, elles vont être entreposées partout et malheureusement dans des endroits qui prenaient l'eau. Donc il y a, pour ce qui concerne le Palais Mondial, de grandes pertes. Et donc ça fait un peu moins de 30 ans, je crois que c'était... vous comprenez le belge, 1998, jusqu'à 98 si vous voulez. Et donc là, il y a cette réouverture. Il y a cette réouverture dans cette ville ennuyère, et donc c'est une reconstruction. Et une reconstruction avec, il y a les archives Hotelet, il y a les archives de Léonie Lafontaine, qui est la sœur d'Henri Lafontaine, qui est une féministe ainsi qu'une pacifiste importante, et qui a toujours été, comment dirais-je, entravée par sa condition de femme. Et ça, c'est extraordinaire comme les correspondances le révèlent. Et puis donc les archives de Lafontaine et d'autres types d'archives, puisque tous les sujets, les centres d'intérêt d'Hotelet comme de Lafontaine, eh bien, ont été à l'origine de la constitution de fonds. Donc c'est évidemment très très riche comme centre d'archives. Oui, et donc cela vous a permis de rédiger une biographie de près de 500 pages, sans compter les références bibliographiques et les sources qui ont été publiées dans un autre volume à part, qui est disponible en ligne. Et vous aviez mentionné donc que vous avez choisi de faire une biographie thématique, donc pas spécialement chronologique, disons. Et dans les 3 premières parties du livre, vous brossez le portrait personnel d'Henri Lafontaine. Donc dans la première partie, vous parlez de sa vie privée, vie intime. Dans la deuxième partie, vous expliquez plus sa personnalité et le personnage en soi et sa quête pour l'harmonie. Et dans la troisième partie, vous détaillez sa sociabilité, ses réseaux. Quelles seraient les grandes idées à retenir de sa personnalité, de son environnement, de sa vie privée ? Disons que je trouvais intéressant, vu la richesse du fonds d'archives, de montrer quand même que il est à la fois et très sincèrement féministe et en même temps, dans ses rapports de couple, je veux dire, il y a quand même des postures très genrées. Il y a des tâches pour les hommes, des tâches pour les femmes. Ça, c'est assez révélateur aussi dans son parcours. Il est un jeune homme, un homme jeune de bonne famille qui n'a pas grand-chose, qui n'a pas besoin vraiment de travailler. Il entre dans la vie publique, je dirais autour de 35 ans. Malgré tout, il avait fait des choses avant, mais tranquillement, puisqu'il a de l'argent, ça change beaucoup de choses, évidemment. Je dirais qu'il a le temps et l'argent pour être généreux. On ne sait pas, il y a beaucoup de gens qui avaient le temps et l'argent qui n'étaient pas, mais ça aide, c'est plus facile. Et c'est pourquoi il était nécessaire d'expliquer ça, d'expliquer que finalement, c'est un vieux garçon jusqu'à assez tardivement, pour l'époque et même pour aujourd'hui. Il se marie à 49 ans avec une femme qui a 10 ans de moins que lui. Ils vont être un couple vraiment fusionnel. C'est assez étonnant de voir aussi. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de montrer que ces constructions familiales bourgeoises, en quelque sorte, c'est que finalement sa femme remplace la sœur de Lafontaine dans les sociabilités que Léonie et Henri faisaient ensemble. Et c'est pourquoi quand Léonie Lafontaine dit « nous vivons comme deux vieux garçons », la formule, je trouvais assez délicieuse. Eh bien, c'est vrai que quand Henri se marie, il quitte le domicile qui était commun, où ils vivaient d'ailleurs même avec leur vieille maman, parce que le père meurt jeune. Et pour Léonie, c'est un problème à l'évidence. Donc ça, c'est la partie privée. Après, évidemment, il y a les engagements qui sont très, très importants. Alors, évidemment, il y a des croisements entre ces différents engagements, parce que quand on voyage, il y a à la fois en même temps des sociabilités pacifistes, socialistes et voire maçonnes, parce que il y a un grand nombre de francs-maçons dans le pacifisme international. C'est, si vous voulez, dans le projet maçonnique, la concorde universelle est un projet. Alors évidemment, Lafontaine critique non pas la maçonnerie, mais la contradiction entre cette harmonie universelle et le fait que les femmes ne peuvent pas être initiées. Et c'est pourquoi, à la suite de l'initiative française du droit humain, Lafontaine encourage, il ouvre les portes du temple dont il est vénérable, il dirige la loge, si vous voulez, aux femmes en 1910, ce qui crée évidemment dans le Grand Orient de Belgique des tensions. Ce que je trouve intéressant, c'est que malgré les parts utopiques, il y a des positionnements sociétaux qui sont le fruit de réflexions et de rencontres.
Alors évidemment, toujours en fonction des compréhensions d'un homme de son époque, mais souvent quand même au-devant de beaucoup d'autres. Et ceci va même sur la question des Noirs notamment, il est intéressé par le panafricanisme. Donc il a une évolution personnelle sur la logique de la colonisation. Il estime que il faut faire atteindre à ces peuples-là un niveau de culture qui est en fait comparable aux pays colonisateurs. Ça, c'est un regard qui est très, daté, mais dans le même temps, il comprend par la recherche et par ses expériences de vie que un homme noir est aussi intelligent et capable qu'un homme blanc. Et ça, je peux vous dire qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent ça. Oui, c'était une personnalité très originale pour son époque et que vous allez détailler plus dans la 4e partie de votre ouvrage, qui est quand même la principale en fonction de La Fontaine dans la Cité. Hein. Et là, vous développez plusieurs thématiques, 7. Donc, vous parlez de La Fontaine avocat, mais aussi homme politique, pédagogue, encyclopédiste, pacifiste, mondialiste, mais aussi pacifiste dans le contexte des guerres. Alors évidemment, nous n'allons pas pouvoir parler de tous ces aspects de la vie de La Fontaine, vous en avez déjà mentionné certains. Nous allons surtout voir le pacifisme, le mondialisme de La Fontaine, mais j'aurais voulu commencer juste par sa profession d'avocat, qui était quand même officiellement sa profession, et il n'avait pas l'air particulièrement enthousiasmé par ce métier. Quelle était la place de cette profession dans sa vie ? En fait, il y a une chose qui l'intéresse dans la pratique du droit, c'est le droit international. Parce que quand même, ce sera la base de réflexion, le système pour construire un gouvernement mondial avec les 3 pouvoirs, une cour internationale, donc il est parmi ceux qui appuient les initiatives à La Haye. D'autre part, un pouvoir législatif, donc une chambre, il fait plusieurs propositions, notamment déjà avant la Première Guerre mondiale, mais pendant la Première Guerre mondiale, quand il entend les propositions de Ligue des Nations de Wilson, il adhère à ce projet très clairement. Même son pacifisme est marqué par la notion du droit. C'est-à-dire que, ce qu'on appelle un jury pacifiste, c'est-à-dire que il n'a pas, je dirais, une perception parareligieuse du pacifisme. C'est-à-dire qu'il estime que quelqu'un d'attaqué a le droit de se défendre, y compris militairement. Et soyons clairs, lorsqu'il est président du BIP, du Bureau international, c'est ça, oui, je dis pas de bêtises, président du BIP et qu'il est aux États-Unis, il se prévaut d'un mandat qui lui a effectivement été donné, mais enfin, le 31 juillet 1914, mais lui défend l'hypothèse que il faut que les États-Unis entrent en guerre, ça doit être la der, car ça permettra d'instaurer un gouvernement mondial qui, lui, garantira la paix universelle. Ce positionnement est plutôt celui des pacifistes, je dirais, latins. Les pacifistes d'Europe centrale ne partagent pas ce point de vue, les pacifistes suisses pas trop non plus. Donc en vérité, il utilise son poste de président pour aller un peu au-delà de son mandat très nettement. Et on peut faire le parallèle avec celui qui est alors président du socialisme international, qui est un autre Belge, qui est Emile van der Velde, et qui lui aussi va s'opposer à toutes les initiatives pacifistes pendant la guerre, estimant qu'il n'y a pas de paix durable dans un contexte lorsqu'il y a un des belligérants qui est notoirement un autocrate. Il y a évidemment des échos avec ce qui se passe aujourd'hui, vraiment sans faire du copier-coller, parce que ça marche pas comme ça en histoire, mais c'est dans leur réflexion, puisque le but est d'instaurer un gouvernement mondial où chacun, grand et petit pays, c'est tout le problème de ce mondialisme, c'est qu'il faut que les petits soient pas écrasés par les plus grands, mais donc pour que ça marche, dans sa définition des choses, il faut évidemment que tous les pays fonctionnent sur des bases démocratiques. Oui, et comme vous dites, il préfère vraiment réfléchir sur le droit plutôt que sur le métier d'avocat et de l'exercer. Et il a une approche internationale du droit. Et d'ailleurs, en 1902, il publie une histoire des arbitrages internationaux entre 1794 et 1900. Et est-ce que vous pourriez aussi mentionner son rôle alors dans la création de la Cour permanente d'arbitrage ? Il faut expliquer en quoi consiste finalement le rôle du Bureau international de la paix, parce que un organe qui chapeaute, sans vraiment les diriger, mais chapeaute en tout cas, un ensemble de délégations construites sur des bases nationales, évidemment, d'associations de pacifistes. Et c'est vrai qu'avant 14, c'est un organisme qui a du poids. Je veux dire que, du poids, c'est pas comme disait Staline combien de divisions, c'est évident que c'est un organisme qui a un pouvoir d'influence, qui est marqué par le fait qu'il organise annuellement des congrès
où vont se retrouver ces délégations pacifistes, mais aussi, et La Fontaine y appartient, les réunions qu'on appelle interparlementaires, où vous avez une ébauche, en quelque sorte, d'une espèce de parlement international, surtout européen, même si un peu en dehors d'Europe, d'élus, de représentants nationaux qui se retrouvent. Et sans que ce soit mêlé, ce sont des choses qui sont liées, qui peuvent avoir lieu dans une ville. C'est une sociabilité à l'évidence high life de Nanty. C'est ce pacifisme-là auquel La Fontaine va... Et c'est lors de ces réunions que sont discutées un ensemble de choses, dont la construction effectivement d'un tribunal international de l'Haye, dont il y a inauguration avant la guerre. Et donc là, on peut dire que c'est l'avancée du mouvement pacifiste international, parce que ça semble peut-être pas grand-chose, mais n'oublions pas que nous sommes dans la seconde moitié du 19e siècle, dans une résurgence très puissante du nationalisme, et de faire, par la représentation politique, par le biais de ce lobby en quelque sorte de mouvement pacifiste, qu'il est nécessaire d'avoir ce type de cours, c'est tout de même une avancée. Après, il se passe quelque chose évidemment qui est fondamental, c'est que il y a la Première Guerre. Et il est clair que on ne retrouve pas la même influence du BIP après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que les gens disent, vous voyez, vous êtes beaucoup réunis, vous avez fait des bonnes sociabilités, mais ça n'a pas empêché la guerre. Plus que ça, le mouvement pacifiste a toujours un peu pâti du fait que le socialisme international ne voulait pas, à quelques exceptions près, dont Émile Van der Velde d'ailleurs, soutenir le mouvement pacifiste en disant mais non, c'est une sociabilité de bourgeois, ça n'a pas de sens. Et donc là aussi, il y a un affaiblissement. D'autre part, il y a un changement de sociologie, pourrait-on dire, et c'est vrai que à partir de l'entre-deux-guerres, vous avez un nouveau pacifisme qui est marqué par celles et ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale, qui est un pacifisme qui sera pas comme celui de La Fontaine, qui sera, pour beaucoup, on le verra à la fin des années 30, plutôt allemand que mort. C'est-à-dire plus jamais ça. Parce que, ne l'oublions pas, si on fait une analyse sociologique, ce sont les mêmes générations qui ont fait 14-18 et qui voient 139-45. Il y a toujours eu des guerres dans le monde, c'est entendu, mais enfin, deux guerres mondiales s'y rapprocher, c'est pas pour rien qu'en français, on appelle ça l'entre-deux-guerres, finalement. La construction que voulait La Fontaine, qu'il a appuyé de toutes ses forces, il est d'ailleurs délégué technique, c'est un rôle subalterne de la délégation belge lors de la création de la Société des Nations, eh bien, il est plutôt favorable, il soutient l'initiative, même si les États-Unis n'y adhèrent pas. Mais il se rend compte très rapidement, je dirais, à partir du dernier tiers des années 20, qu'il y a une nouvelle course aux armements et des nouveaux armements, et deux, un retour puissant du nationalisme. Et la Société des Nations n'a pas de force d'interposition. À la différence de l'ONU. C'est pas parfait, mais il y a des casques bleus, la Société des Nations, à partir du moment où il y a la résurgence nationaliste forte, on dirait 1930-1931, je veux dire, on voit une totale impuissance, en fait, de cette association. Et lui-même l'observe dans ses notes personnelles, il est hyper sévère sur ce que ça devient. Et surtout, il a la certitude, c'est en ce sens qu'il y a de l'utopie chez lui et en même temps une faculté d'observation qui est assez forte. Il est certain qu'à partir de la guerre d'Espagne, la guerre est là. C'est terminé. C'est une guerre civile, certes, mais il voit que c'est-à-dire nous, nos dirigeants, parce que les opinions publiques ne veulent pas la guerre. C'est tout à fait légitime de ne pas vouloir la guerre, sauf qu'évidemment, et c'est ce que La Fontaine explique, ceux en face la veulent, notamment Hitler. Et donc, c'est vrai qu'il a une fin de vie qui est très déçue par rapport à cette idée de construction par le droit de structure internationale qui aurait garanti, je dirais, une paix à la fois universelle et éternelle, ou en tout cas de très très longue durée. Oui, et donc vous dites Bureau international de la paix, donc il est président, mais pendant presque 36 ans.
C'est vraiment une très longue période. Alors, nous, évidemment, ici aux Archives des Nations Unies à Genève, c'est un sujet qui nous est cher, notamment aussi le thème des mouvements internationaux pour la paix en général, parce qu'on a plusieurs fonds d'archives en lien avec ces thématiques. Et en particulier, nous avons les archives et la bibliothèque du Bureau international de la paix qui nous ont été déposées en 1961, suite à la décision du gouvernement suisse. Donc, évidemment, on conserve ces documents. Quel est le contexte? Pourquoi il devient président en 1907 à ce moment-là? Il y a deux choses. D'abord, il est belge et c'est très pratique. Je veux dire que c'est pas un Français, c'est pas un Allemand, c'est une nation, rappelons-le, qui, avant 1914, n'a pas, à des représentations diplomatiques, mais n'a pas à proprement parler une politique internationale. En tout cas, elle est sous la garantie des puissances. La Grande-Bretagne et la France. Donc c'est facile. C'est d'ailleurs aussi un grand centre de réunion internationale, Bruxelles, avant 1914. Ça, c'est une chose. D'autre part, eh bien, Henri Lafontaine parle français, allemand, se débrouille pas mal du tout en anglais. Dans le monde francophone, à l'époque, c'est assez rare. Troisièmement, il a construit un réseau de relations qui est déjà très puissant à l'époque, et petit à petit, alors que les premiers présidents qui étaient assez âgés mettent en valeur en fait ces initiatives, et je pense notamment vraiment là où il se fait remarquer pour la première fois, c'est en 1894, en 1894 lors du congrès d'Anvers, où par la force des choses, et notamment le décès d'un haut responsable en cours d'organisation, il prend en main l'organisation véritablement de ce congrès. Et là, on voit dans les archives qu'il crée véritablement un réseau parmi tous les principaux dirigeants du bureau à l'époque. Et il devient assez rapidement, je dirais, un personnage qui a une force de travail considérable, donc qui peut lire et qui connaît, qui a un réseau international déjà à l'époque, et quelqu'un qui, d'autre part, a pu activer des réseaux favorables à l'internationalisme pacifiste, dont, je disais, la franc-maçonnerie, d'une part, le réseau aussi rationaliste, puisqu'il est un des fondateurs de la section belge de la Ligue belge des droits de l'homme, qu'on appelle aujourd'hui des droits humains. Donc, je dirais que c'est un personnage qui est partout dans l'univers qui va déboucher, si vous voulez, sur cette structuration. Et il ne compte pas ses heures, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et il est, dans ce milieu, un organisateur. On le voit quand il est à la tête, donc d'autant plus que, je ne l'ai pas encore dit et c'est très important, par le biais d'Auguste Couvreur, qui est vraiment son mentor, il est une des personnalités, après Couvreur, mais comme Couvreur décède en 1893, c'est lui qui devient la première personnalité du pacifisme belge. Donc tous ces éléments mis ensemble font que c'est vraiment une personne ressource et la personne référente pour le pacifisme belge dans son rapport à la construction internationale qu'est le Bureau international de la paix. Et donc ça se met en place de cette façon-là, et il est entendu que cette présidence n'est pas contestée. Il est évident que l'attribution à titre personnel d'un prix Nobel de la paix est évidemment quelque chose qui est aussi valorisé par le BIP, en disant attention, notre président, il est prix Nobel de la paix. C'est quelque chose d'ailleurs que le socialisme belge utilisera aussi en disant on a un prix Nobel dans nos rangs. C'est vrai que c'est pas rien, bien entendu. Et donc vous voyez, c'est tout un ensemble. C'est pour ça qu'il fallait faire une biographie thématique et complexe, c'est parce qu'il y a effectivement un ensemble d'éléments. C'est pas un parcours droit et direct. On sait que Henri Lafontaine, c'est l'homme du pacifisme en Belgique à partir des années 1890, plus tout ce que je viens de vous dire dans la construction de réseaux. Et donc c'est le combat de sa vie. Et je dirais qu'à partir des années 1920, sa présidence n'est pas contestée non plus parce que le bureau est de moins en moins actif aussi. Il y a une période de crise, il y a un vieillissement des cadres avec une moyenne d'âge de plus de 70 ans et un nouveau pacifisme qui se crée en face de lui, notamment le Rassemblement universel pour la paix, qui est en fait une association concurrente très nettement et qui veut mettre de côté ceux qu'on appelle les pacifistes du 19e siècle. Oui, mais vous indiquez aussi qu'au début, quand il devient le président du Bureau international de la paix, cela accroît sa réputation internationale.
et qu'il est Oui, connu bien aussi sûr. à l'étranger. Par exemple, aux États-Unis, vous dites qu'en 1911, il est Oui, présenté comme le biggest pacifist of the other side, non, le plus grand pacifiste de l'autre côté de exactement. Ben oui, l'Atlantique. Et en 1913, il reçoit le prix Nobel. Donc oui. là, est-ce Donc que vous vous rendez oui, compte voilà qu'effectivement, l'importance. c'est un personnage famous, effectivement, comme on dit, hein, il est dans les revues de presse, bon, alors évidemment connu dans des milieux particuliers qui sont des milieux instruits aux États-Unis, mais effectivement il est connu. Et ça l'arrange parce que c'est le dernier réseautage qui l'intéresse. Lui estime qu'un philanthrope, ça sert à payer. Bon, et il va demander, notamment à Carnegie, qui va le solliciter, mais il se fait que, bon, pour des raisons trop complexes à expliquer, enfin ce serait trop long, il y a finalement plutôt un choix qui est fait, le choix de Paris, parce qu'aussi le monde politique français a compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à utiliser entre guillemets ces philanthropes états-uniens. Mais c'est vrai qu'avant 1914, La Fontaine espère finalement être, je dirais, la tête de pont du pacifisme européen. Il y a toujours une petite concurrence d'ailleurs entre Bruxelles et Berne et puis ensuite Genève, même s'il n'a jamais critiqué le fait que le BIT se trouve en Suisse pour des raisons aussi de neutralité du pays, etc. Mais il est entendu que autant Huxley que lui avait tout de même le rêve de faire de Bruxelles une cité internationale des sciences et donc cela aurait induit aussi une présence du pacifisme international qui pourrait toujours lier. Ce sont des gens pour lesquels le développement scientifique bénéficiera de la paix universelle. Ça c'est entendu. Oui, et vous avez mentionné qu'en fait le prix Nobel qu'il reçoit, c'est assez symbolique, hein, c'est le dernier avant la Première Guerre mondiale, oui. Et en fait avec le déclenchement des hostilités, il ne peut pas prononcer le discours qu'il avait préparé pour la remise du prix à Oslo. Et lui, comment vit-il cette Première Guerre mondiale, aussi en tant qu'homme politique belge et en tant que pacifiste? Alors, c'est là où, concrètement, de façon empirique, il reste internationaliste, mais très nettement, de 1914, je dirais presque à 1920, il est patriote. C'est un pacifiste patriote, c'est-à-dire qu'il estime, ça va très loin, c'est-à-dire qu'il est clairement germanophile avant la Première Guerre mondiale. Il estime que c'est la langue, que c'est une langue d'une beauté extraordinaire, c'est la langue de l'avenir. À ma connaissance, il n'écrira et ne parlera plus jamais en allemand après 1918. Et donc, il y a une brisure par rapport à quelqu'un qui, c'est assez fréquent en Belgique, les intellectuels sont assez tournés vers Paris, mais beaucoup sont aussi tournés vers, et notamment pour la musique, puisqu'il est wagnérien, qu'il estime que c'est le grand compositeur de son époque, donc il est un de ceux qui créent le mouvement wagnérien en Belgique, il est un des premiers à faire le pèlerinage à Bayreuth, etc., donc il est vraiment germanophile. Et donc, on voit clairement qu'il estime, non sans raison, que l'Allemagne agresse, franchit les frontières, ce qui était interdit. Tout ça, pour lui, c'est la preuve, en étant juripaciste, qu'il y a quelqu'un qui a commis une erreur, une faute, c'est l'Allemagne. Donc, il est clairement, malgré qu'il reste président du BIP, il n'est pas neutre, il est clairement pour les Alliés. Et quand il va aux États-Unis, comme je disais tout à l'heure, il va même très discrètement, parce que c'est très mal vu par une grande partie de l'opinion, faire des conférences qui, d'abord très discrètement, et puis à partir d'avril 1917, très ouvertement, soutiendront l'entrée en guerre des États-Unis. Donc voilà, c'est un pacifiste patriote qui veut faire payer les Allemands, et puis assez rapidement, avec la naissance de la Société des Nations, il part du principe que il faut quand même revenir à l'idée internationaliste, mais il gardera une défiance à l'encontre des Allemands, et cette défiance ne sera pas apaisée parce qu'il est assez rapidement, donc je pense dès 1925, il lit Mein Kampf, et il y retrouve tout ce qui l'inquiète dans la culture allemande. N'oubliez pas que, de manière exacerbée, Mein Kampf surdéveloppe des choses qui avaient déjà été pensées par Guillaume II, y compris l'antisémitisme. Alors évidemment, c'est totalement exacerbé dans Mein Kampf, mais le côté race aryenne, etc., pour lui, c'est insupportable. Je rappelle que d'autant plus, il est juste par sa mère. Et pendant son exil, donc pendant la Première Guerre mondiale, il rédige son œuvre majeure, la Maxima Carta. Et là, Daniel Sautiot, président donc de la Fondation Henri Lafontaine, indique dans l'introduction de votre livre que dans ce texte, il détaille des institutions multilatérales, démocratiques, représentatives, fortes et efficaces. Mais quel était l'objectif de ce texte pour Lafontaine ?
Et qui par ailleurs, je crois, a été seulement publié en français en 2019, jusqu'ici. Absolument. Oui. Donc, il est rédigé aux États-Unis. Enfin, il y avait déjà des projets vraiment il avait déjà pensé à ce projet très vraisemblablement dans les dernières années 1900. Il y a déjà des premières réflexions en 1910-1911, mais le texte est réellement rédigé et sera publié aux États-Unis, très difficilement d'ailleurs. Donc pendant la guerre et avant l'entrée en guerre des États-Unis, 1915-1916, ce texte est d'abord effectivement écrit en anglais. C'est d'ailleurs aux États-Unis, puisqu'il fait de nombreuses conférences, que La Fontaine perfectionne son anglais oral et écrit. Mais l'idée est vraiment donc de présenter de manière structurée comment est-ce que l'on peut envisager un gouvernement mondial avec la constitution des trois pouvoirs, puisque ce sera un gouvernement mondial démocratique dans sa construction. Alors, il y a quelque chose qui se passe en même temps, c'est que il va tenter d'accrocher ce projet avec le projet wilsonien. Il a essayé même de dégoupiller toutes les autres initiatives. Il va rencontrer Henry Ford, dont on sait qu'il est partisan d'une espèce de pacifisme intégral, comme on disait. Il va le décourager, c'est peine perdue. Ford est un personnage plutôt singulier. Mais donc il y a cette mise en parallèle. Il est prêt, en fait il l'écrit, à mettre au service de Wilson son idée. Lui va plus loin que le projet wilsonien qui propose cette instance internationale, puisque La Fontaine prévoit d'aller au-delà des nations, si vous voulez. Bon. Après, ce sont des hypothèses, c'est vrai qu'il y a même des calculs pour qu'il y ait des représentations relatives et absolues en fonction de la taille du pays, du nombre d'habitants. Bon, mais tout ça, évidemment, est très, très théorique. Mais ce qui est certain, c'est qu'il estime qu'à tout le moins, avec le projet de Wilson, qui est pensé à peu près, effectivement, du public, à peu près au même moment que son livre, au moins ça pourrait se faire. Parce que, en ayant vécu aux États-Unis, il pense que la démocratie de l'avenir, c'est là. Que c'est là que la plupart des choses se font, que l'Europe, c'est la vieille Europe, qu'on peut pas en attendre grand-chose. Et donc, évidemment, sa déception est considérable. En fait, même déjà à partir de la conférence de Paris, lorsqu'il voit que les négociations se font sur les mêmes bases nationales et que le projet international est presque une façade et que beaucoup de choses qui se passent au moment de Paris, qui préparent ce qui aboutira au traité de Versailles, finalement, c'est surtout la question des réparations qui domine. C'est-à-dire qui va, évidemment, la Belgique notamment, mais partie de la France, évidemment, eu énormément de dégâts, ça c'est entendu, mais disons que lui espérait que on imaginerait une société sur de nouvelles bases et c'est pas ce qui se passe, et c'est pour ça qu'à partir des années 1920 il est évidemment soucieux du retour du nationalisme et à partir des années 30 même de l'ultranationalisme et du fascisme tout simplement. Oui, et donc si on revient un peu à son rôle au niveau de la Société des Nations, vous avez indiqué qu'il était nommé délégué technique de la Belgique auprès de l'Assemblée de la Société des Nations jusqu'en 1922, mais aussi à partir de 1921, il adhère à l'Association internationale des journalistes accréditée auprès de la Société des Nations, donc il a cette double casquette, délégué et journaliste, et son opinion concernant la Société des Nations est assez critique. Oui, alors il y a des articles qui n'ont pas été publiés. Alors, quand on les lit, on se doute bien pourquoi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la fin de mission de La Fontaine est due à son engagement pacifiste, en quelque sorte, puisque il a pu prendre des positions lors de congrès internationaux qui ne correspondaient pas. Enfin, si on se rappelle du contexte, bien sûr, la Société des Nations se crée, mais il faut convaincre les opinions publiques de la nécessité qu'elle existe. Pour La Fontaine, c'était gagné, en quelque sorte. On pouvait y aller et même aller au-delà. Or, pour des hommes politiques plus pragmatiques, je pense notamment à Paul Immense, qui est un libéral et qui a un rôle important à la Société des Nations, bien sûr, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, La Fontaine passe pour, tout en étant toujours bien informé, mais pour quelqu'un de radical, on va dire, sur la position de la construction de l'internationalisme à un moment où les uns et les autres sont encore à se regarder en chien de faïence ou à se détester. Il est certain, je pense notamment aux Français, mais aux Belges aussi, versus les Allemands.
Sans compter la question des réparations, qui est effectivement ce que les Allemands auront payé, mais aussi ce que demandent les États-Unis pour l'argent qu'ils ont prêté aux Alliés. Il y a ces querelles où La Fontaine a des positionnements qui sont minoritaires, et même avec la création du Palais mondial, je dirais le développement du Palais mondial, à l'intérieur de l'opinion belge, il y a une part non négligeable de l'opinion qui considère que c'est un internationaliste, que c'est quelqu'un qui n'aime pas sa patrie, si on veut, et donc qui est, ou bien pour certains, qui est un rêveur, ou bien pour d'autres, qui est quelqu'un qui a des positions politiques dangereuses. Et La Fontaine doit bien constater rapidement que une partie de l'opinion publique, notamment des libéraux de droite, des catholiques de droite, sont défavorables à ces idées. Et d'ailleurs, quand les gouvernements belges redeviendront libéraux et catholiques, eh bien, le Palais mondial sera de moins en moins subventionné et même expulsé au bout d'un moment. Il faut dire aussi que c'est un barnum assez coûteux, et donc pour ce qui concerne le Palais mondial et les présentations qui sont faites, on peut discuter de la pertinence. Ça, c'est pas ça, mais disons que la posture internationaliste, l'idée qu'il a que grâce à la Première Guerre mondiale, on ne reviendra plus au nationalisme d'antan, c'est vraiment pas partagé par tout le monde, évidemment. Oui, il a des idées assez précises, non ? Il voudrait vraiment que la Société des Nations rende illégale la guerre, qui est constitution d'une armée internationale, donc des idées assez visionnaires. Et à ce propos-là, je crois qu'il prononce un discours lors de la première assemblée en 1920, où il expose un peu ses idées. Qu'est-ce qu'il explique à ce moment-là ? Vous dites une chose importante, c'est-à-dire qu'il y a ce désir, mais néanmoins, il n'est pas de nouveau pacifiste intégral, même après la guerre. Il n'est pas, par exemple, il n'a rien contre les objecteurs de conscience, mais il estime que tant qu'il y a des armées, il faut qu'il y ait une force internationale qui puisse intervenir s'il y a agression. Donc, il y a une logique, même si, à partir du milieu des années 20, il a une crainte particulière par rapport au développement technologique des armes chimiques, tanks, aviation. Pour lui, il estime, et c'est pour ça qu'il voudrait pousser en quelque sorte les possibilités d'intervention de la Société des Nations, il estime que à partir du milieu des années 20, s'il y a une guerre, elle sera pire que la précédente, qui était déjà pas mal. Parce qu'il dit, voilà, l'armement, et on l'observe, et tous les observateurs contemporains le savent, la course aux armements reprend. 1925, 1926, il y a tout le temps des décisions de la SDN, des réunions, des pays qui vont signer pour des politiques de désarmement, et dans le même temps, des tas de pays, dont l'Allemagne, qui ne cessent de se réarmer. Et tout ça, cette espèce de tension entre des discours d'un côté, de l'autre des actes nationalistes avérés, c'est la tension dans laquelle La Fontaine se trouve toujours, et qui fait qu'au final, à partir du début des années 30, puis n'oublions pas qu'il commence à avoir aussi un certain âge, puisqu'il est né en 1854, c'est quelque chose qui peut parfois isoler en quelque sorte La Fontaine, y compris même à l'intérieur de sa famille, puisque le socialisme belge connaît, avec la nouvelle génération de dirigeants, Henri de Man, qui viendra chez vous d'ailleurs en exil, parce qu'il a eu des sympathies nazies, ou Paul-Henri Spaak, prône, le terme est horrible, mais c'est le terme d'époque, un socialisme national. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe plus des questions internationalistes. Donc en fait, même au sein de sa famille, à partir du début des années 30, il y a, dans le socialisme belge, d'une certaine manière aussi français, puisque le Front populaire n'interviendra pas en faveur des Espagnols, il y a une volonté de ne pas se mêler et de laisser tomber en quelque sorte l'international socialiste. Donc pour lui, c'est la double trahison et la double déception aussi, évidemment, mais c'est un changement de contexte. Lui est resté, je dirais, de cette génération d'internationalistes formés à la fin dernier tiers du 19e siècle, et qui ne voit pas, on pourrait dire, que la massification finalement de la politique a eu une tendance au renforcement des postures nationalistes. Oui. C'est pas forcément optimiste que je dis, mais
pourtant. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que dans les années 30, comme vous dites, il devient octogénaire, hein, il a un certain âge, mais il continue effectivement à évoluer, à voir la situation mondiale. Il constate que la Société des Nations échoue à endiguer certains conflits, comme l'invasion japonaise en Mandchourie ou la guerre italo-éthiopienne. Et on ne peut pas être totalement critique, parce que dans les années 20, il y a des règlements. La Société des Nations n'est pas totalement impuissante. Il ne faut pas non plus caricaturer. J'avais beaucoup lu sur le sujet des chercheurs. J'ai utilisé plusieurs travaux de gens qui étaient allés bosser chez vous aussi pour avoir les archives, n'ayant pas les budgets pour poursuivre au-delà, puis sinon je n'y arrivais plus, je faisais une thèse. Mais il faut être nuancé. En revanche, effectivement, à partir du moment où concrètement, c'est-à-dire militairement, les nationalismes s'expriment, la Société des Nations ne fait rien et ne peut rien faire, puisqu'elle n'a pas la possibilité légale d'intervenir. Et là, alors, effectivement, je vous dis, à partir de 1935, La Fontaine a compris que, même s'il continue à se battre, etc., a compris que c'était plié. Concernant Clairement. les archives, aujourd'hui, elles sont toutes numérisées en ligne. Les archives de la Société des Nations, donc près de 14 millions de pages. Donc maintenant, vous allez pouvoir les consulter sans avoir besoin de venir à Genève. Mais à cette époque aussi, La Fontaine s'est fini comme mondialiste plutôt qu'internationaliste. Pourquoi le choix de ce terme ? On peut dire que dans le discours, il va vers plus de gauche encore, si on veut, en tout cas culturellement, politiquement, puisqu'il est souvent proche des idées justement internationalistes de la gauche, voire des premiers communistes, même s'il est anticommuniste. Et deux, il ne veut même plus parler d'internationalisme, puisque dans international, il y a national. Pour lui, c'est vraiment l'idée monde. Alors évidemment, concrètement, comment ça marche ? Parce que on peut pas gommer les différences culturelles. Il est très attentif dans ses discours au respect des particularismes, très attentif aussi à ce qu'il advient de minorité. Pas oublier qu'il est l'auteur d'un rapport sur notamment les Arméniens, peu après la Première Guerre mondiale. Alors, vous savez ce qui s'est passé, évidemment, puisqu'aujourd'hui il est qualifié à raison de génocide de la part des Turcs à l'encontre des Arméniens. Mais donc il y a, je ne vais pas dire radicalisation, ce serait pas un bon terme, mais disons que par rapport au regard qui se dit pragmatique des politiques ou de certains penseurs de la gauche non révolutionnaire, La Fontaine dans les dernières années, effectivement, est vraiment plus à gauche, je dirais, qu'avant la Première Guerre, parce que il estime que c'est la seule solution pour éviter justement la guerre. Mais à nouveau, en plus, au niveau du mouvement pacifiste, à partir de 1933-34, il y a la création du Rassemblement universel pour la paix, qui est une vraie concurrence par rapport au Bureau international, avec d'autres groupes. Il y a dans le Rassemblement universel, vous avez une espèce de volonté de transcender les lignes partisanes. Vous avez même des gens en Belgique, par exemple, du Parti catholique, des libéraux, des socialistes. Et donc, lorsque La Fontaine observe le programme de ce rassemblement, il dit mais et c'est vrai, beaucoup moins audacieux que le programme originel du Bureau international de la paix. Et donc, là aussi, le pacifisme a peur, si je puis dire, dans les dernières années, des années 30. Tout le monde sait, sans le vouloir, qu'il risque de se passer quelque chose. On est de nouveau au bord de l'abîme et chacun espère qu'en ne faisant rien ou en ne disant rien, ça n'arrivera pas. C'est erroné, mais à nouveau, le souvenir de 14-18 est encore très très prégnant, très fort. Et donc, tout ce qui est négociation de paix, même si c'est des paix honteuses, enfin honteuses dans le sens où on sait très bien que c'est des paix de renoncement, hein, comme Munich en quelque sorte. Bon, c'est pour La Fontaine, Munich, c'est la signature de l'abandon et de la défaite. Ça, c'est certain. Bon, lui, il décède en 43, il ne verra pas la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il est très isolé la dernière année, d'autant que sa femme, plus jeune que lui, mais décède en 1941. Les derniers écrits de La Fontaine sont très noirs. Il a quand même vécu 3 guerres pendant sa vie de presque 90 ans. En fait, oui. Oui, est-ce qu'on pourrait qualifier sa vie est-ce que c'est un hyperactif ? Parce que quand on voit tous les regroupements, cercles, unions, associations, partis politiques, toutes les professions qu'il a eues, c'est assez impressionnant.
Disons que c'est quelqu'un qui est convaincu, disons qui a adhéré à une cause et qui estime donc que tout est utile pour la propager. Je dirais à la fois, la première des causes, c'est de propager l'instruction pour aller vers un monde instruit et pacifié. Et c'est pour ça que dès qu'il a du temps, il va faire des conférences, il participe aux universités populaires, il essaye vraiment d'expliquer aux gens qu'il faut apprendre et de les amener aussi à avoir envie de se cultiver, et tout ça dans le but de créer une société pacifiée. Merci Pierre van den Heuvel pour le temps que vous venez nous consacrer. Alors évidemment, nous n'avons fait qu'aborder superficiellement certains aspects de cette vie si remplie. Le reste, c'est à découvrir dans la biographie que vous avez rédigée. En guise de conclusion, de courtes questions. Ce travail sur la vie et les idéaux d'Henri Lafontaine vous a-t-il emmené à des réflexions personnelles concernant la portée et la justesse de ces idées de nos jours ? Oui, certainement. J'avais décidé, je préfère aujourd'hui, sans me positionner, mais je préfère aujourd'hui travailler sur des gens qui ont des projets progressistes. Je trouve intéressant de rester attentif à la société, de ne pas croire que ce qui a été établi dans votre jeunesse, c'est la justesse et la juste cause. Et les choses peuvent évoluer, et surtout d'être attentif aux demandes justement des groupes, différents groupes dans la société, comme lui était attentif aux revendications des femmes, dans une certaine mesure aux revendications décolonisées. Il est donc, ça a des échos ici contemporains, c'est-à-dire d'écouter, et que la grande question, c'est l'universalisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des idées qui peuvent effectivement être transmises à tous et toutes. En même temps, si ce n'est qu'une abstraction, ça peut aussi conduire à des injustices au nom de l'universalisme. Donc, par exemple, ça, c'est un questionnement. Lui étant un homme de son temps, avec cette idée d'universalisme qui est aujourd'hui questionnée, je trouve que c'est très pertinent de se poser des questions là-dessus, la notion d'égalité, mais qui vont de pair vraisemblablement avec celle d'équité aussi, parce que voilà, égalité absolue, je veux dire, non pas dans son essence évidemment, mais dans sa réalité concrète, c'est pas facile. Donc on peut aider les gens. Je suis formateur d'enseignants et je peux vous dire que l'école peut pas tout faire, par exemple, que le milieu des éducateurs et des parents est fondamental, que selon effectivement les milieux où on peut avoir accès ou non à la culture, il y aura des différences dans le développement. Voilà, donc l'idée de donner à tous et toutes cette éducation, cette instruction, en français ces deux verbes qui ont des sens différents, donc éduquer et instruire, oui bien sûr, mais tenons compte quand même des véritables différences de milieu. On peut pas faire abstraction du qui veut peut, le discours simpliste de méritocratie. Évidemment que c'est remarquable, les gens qui font des efforts, mais enfin reconnaissons que c'est plus facile d'avoir le fruit de ces efforts dans certains milieux que dans d'autres. Donc voilà, ça c'est des choses que je trouve, qui me semble que nos sociétés doivent s'interroger là-dessus, parce qu'autrement, ça fait naître chez beaucoup un sentiment vraiment d'injustice, et ce serait quand même, c'est quand même terriblement dommage et même inacceptable. Tout à fait. Et dernière question, et deuxième, est-ce qu'on peut vous demander sur quel sujet vous travaillez actuellement ? Je m'intéresse beaucoup à, en fait, quelle histoire enseigner. C'est-à-dire que notre discipline est constituée scientifiquement dans un concept, d'État-nation. Bon, donc aujourd'hui, justement, on retrouve ce qu'on disait. Sans que les nations disparaissent, on se rend compte tout de même, pour nous en Europe, avec l'ONU d'autre part, telle ou telle les associations internationales, qu'il y a une régulation qui dépasse les frontières. Donc quand on enseigne l'histoire, est-ce que l'on va vers le récit, voire le roman national, ou est-ce que on essaye de montrer la méthodologie historienne qui permet d'essayer de trouver des réponses à des questions de société avec une manière de les aborder. Et donc ça, c'est ce qui m'intéresse le plus pour le moment. Et voilà. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un vaste sujet. C'est exactement. Mais en tout cas, vous êtes bienvenue à Genève si vous souhaitez consulter certaines de nos archives qui n'ont pas été encore numérisées, comme celle du Bureau international de la paix. Oui, voilà, nous avons la connexion Ludwig Tibet ou encore celle de l'Office de la nationalité européenne. Voilà, peut-être d'autres pistes de travail pour vous, vos étudiants. Merci encore. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.